Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire un point boursier, ce que nous faisons d'habitude avec vous. Et vous voyez, vous avez ici le graphique de la bourse américaine, le Standard & Poor's 500, et vous voyez qu'on est très haut. Bon, mais si on fait un zoom, ce qui est intéressant, si vous voyez, on est proche de deux écarts types, mais on plafonne. On plafonne depuis quelques temps et depuis quelques mois. Et vous voyez, si on regarde le Dow Jones industriel, qui est l'autre grand indice de la bourse de New York, on a cette même impression. Alors le Dow Jones industriel, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment toutes les très très grandes sociétés américaines. Alors je vais vous donner certaines d'entre elles. Il y a 3M, IBM, Cisco, Intel, Johnson & Johnson, Pfizer, McDonald's, mais également Apple, Microsoft, Radiant Technologies, Nike, Verizon, Walt Disney, Walmart, Visa, Cisco, Procter & Gamble. Vous voyez vraiment les grandes multinationales très 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 connues, parmi lesquelles des stars de la tech que sont Microsoft et Apple, qui sont d'énormes capitalisations. Voilà. Et vous voyez que ce Dow Jones industriel, et là, il s'est mis à un écart type au-dessus de la droite de régression, et que là aussi, il fait cette espèce de vaguelette, je dirais pas qu'il plafonne, mais il se stabilise sur ce niveau d'évaluation. C'est surévalué, mais pas dangereusement surévalué. Voilà. Et si on prend l'Eurostoxx 50, alors l'Eurostoxx 50, c'est le grand indice de la bourse européenne. Alors, comme titre, il y a par exemple LVMH, SAP, Siemens, Sanofi, Total, L'Oréal, Schneider, Air Liquide, BASF, Adidas, Airbus, BNP, Nokia, BMW, Pernod Ricard, Intesa, San Paolo, Philips, etc. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, en Europe du Dow Jones, mais sans les grandes stars technologiques que sont Apple et Microsoft. Eh bien, peut-être à cause de ça, il est simplement un tout petit peu au-dessus de sa droite de régression. Cet écart entre un écart type et la droite de régression est peut-être justifié par l'absence des Apple Microsoft. Et comme le Dow Jones, il est en train de faire cette espèce de vaguelette, c'est-à-dire de se stabiliser. Voilà. Et si on reprend l'Eurostoxx 600, qui est encore plus large, puisqu'il prend en compte toutes sortes de sociétés, des grandes sociétés bien sûr, mais par exemple des sociétés d'une taille plus petite comme Capgemini, eh bien, vous voyez qu'on est un tout petit peu au-dessus de la droite de régression et on a toujours ces mêmes vaguelettes, cette même stabilisation. Alors, quand on regarde un indice boursier, il faut toujours aller voir les indices obligataires parce que il y a toujours un lien entre le monde des actions et le monde des obligations. Les capitaux vont de l'un à l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On prend les obligations à 10 ans américaines, c'est le marché directeur au niveau mondial de tous les marchés obligataires. Et vous voyez que depuis 2020, c'est-à-dire depuis le début de la crise du Covid, les obligations ont tendance à remonter parce qu'il y a eu énormément d'injections monétaires et que le marché joue la reprise de l'économie et une reprise inflationniste. Au début en tous les cas. Et puis on vous a entouré en bleu la baisse qu'il y avait avant la crise du Covid pour vous montrer que les marchés obligataires, il avait déjà baissé avant la crise du Covid et que donc toute la grande baisse qu'on voit, il n'y a qu'une partie, la dernière jambe qui est due à la crise sanitaire. Bon, et si on regarde ça d'un peu plus près, l'impression qu'on a chez Zibou, si vous voulez, c'est que si on prend, c'est un graphique sur 10 ans, et vous voyez une espèce de grand canal, et que finalement, le 10 ans américain, il est entre le canal, entre le bas 1,5 et le haut 3%, et que les obligations, elles évoluent avec la conjoncture entre ces deux niveaux. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vrai que les obligations américaines ont beaucoup monté, on est passé de 0 à 1,80, mais bon, aujourd'hui, en fait, c'est l'impression qu'on a chez Hibou, en train de retourner dans la norme. On n'est pas de normalisation. C'est le retour au bercail des obligations américaines. Et peut-être que le plus probable, au stade où l'on est, si vous voulez, c'est que les obligations américaines restent entre 1,5 et 3%, restent dans leur canal haussier, dans leur grand canal, dans lequel il y a des espèces de tunnels, où elles sont sorties spécifiquement à cause de la crise sanitaire. Voilà. Peut-être qu'on n'ira pas, ce que tout le monde craint, au-delà de 3%, parce que tout le monde dit qu'il va y avoir de l'inflation, donc les obligations américaines vont énormément monter.
Pas forcément. D'autant plus, si vous voulez, qu'on a une hausse du prix du pétrole. Cette hausse du prix du pétrole, faut jamais oublier, évidemment, ça a un impact inflationniste immédiat. Mais à moyen terme, c'est déflationniste parce que c'est une ponction sur le revenu des ménages. Donc une ponction sur la consommation. Surtout aux États-Unis où les gens conduisent beaucoup, parce que la distance entre le lieu d'habitation et le lieu du travail est plus importante. Et donc si vous voulez, en plus, il n'y a pas d'impôt. Enfin, il y a beaucoup moins d'impôts sur le pétrole qu'en Europe. Et donc, toute hausse du pétrole se répercute beaucoup plus sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, ça veut dire que la hausse du prix des hydrocarbures, ça va engendrer une baisse du revenu des ménages, une baisse de la consommation et donc une baisse de la croissance aux États-Unis. Et s'il y a baisse de la croissance, il y aura baisse des pressions inflationnistes. Et donc, ça aussi, ça milite pour qu'on reste dans le grand tunnel entre 1,5 et 3% dans lequel les obligations américaines sont depuis 10 ans. Voilà. Et puis, il y a d'autres indices de stabilisation. Si on prend ici la dette américaine et qu'on prend les projections de la Commission des finances américaine sur ce sujet, eh bien, la Commission du budget, eh bien, vous voyez que cette commission prévoit que, c'est vrai, on a eu une très forte hausse avec le Covid, mais elle prévoit qu'on se stabilise à un niveau élevé, mais autour de 109% au cours de la décennie dans laquelle on est rentré, donc jusqu'en 2030. Voilà. Et si on regarde le balance commerciale américaine, ça avant c'était un graphique des Échos avec la source de la commission américaine. Là, c'est à nouveau un graphique des Échos avec la source COFAS. Et vous voyez que depuis maintenant quelques années, le déficit américain, c'est vrai qu'il est très important, comme le déficit extérieur, mais il s'est stabilisé également. Et donc, si vous voulez, on a globalement une impression chez vous d'une forme de stabilisation, de normalisation. Alors, on en est encore à dire que des peut-être, mais à un moment où tout le monde craint une falaise de mauvaises nouvelles, une résurgence d'inflation très forte, des cracks sur les marchés, peut-être qu'en réalité, on est au début d'une période de normalisation et de stabilisation, et qu'à ce moment-là, le risque, il n'est pas macroéconomique, mais il est plutôt microéconomique. Et le risque microéconomique, on ne le regarde pas assez parce qu'on est tous omnibulés par le grand risque, par le grand soir. Voilà. Et pourtant, le risque dit spécifique, eh bien, il est de plusieurs ordres et hiérarchiquement, il commence par le risque pays. Et le risque pays, on n'y fait pas assez attention. Mais regardez, on vous a mis la carte des risques pays de la COFAS. Elle est publique sur le site de la COFAS, vous pouvez aller le voir. Et vous voyez, c'est détaillé pays par pays. C'est un très bon indice de risque. Et vous voyez, on vous a entouré en bleu la zone Asie. Voilà, parce que vous savez, l'Asie, c'est très important pour un certain nombre de sociétés. C'est la zone du monde qui se développe le plus sur le plan économique. Eh bien, vous voyez, c'est une zone qui est risquée, voire à risque élevé, si on prend l'Inde, et même l'Asie du Sud-Est, qui est une zone à risque. Mais regardez, la Chine est considérée par la COFAS comme une zone risquée. Et vous voyez, la Chine, c'est très important. Regardez une société comme LVMH, Volkswagen, tout ça. Les marchés chinois, c'est quasiment leur premier marché. Donc, quand on investit dans une société, faut jamais oublier qu'il peut, au sein de cette société, avoir des risques pays. Et si on prend le reste du monde émergent, vous voyez, on l'a entouré en bleu, l'Afrique et l'Amérique latine, alors là, c'est pas un risque fort, c'est un risque très élevé. Et donc, là aussi, il y a beaucoup de sociétés qui ont des positions importantes dans ces pays, notamment des sociétés françaises en Afrique, et ou en Amérique latine. Regardez une société comme Casino est très engagée en Amérique latine, une société comme Renault, Carrefour, etc. Bon. Et puis il y a le risque sectoriel. On oublie toujours le risque sectoriel, mais c'est aussi un risque spécifique. Et là aussi, c'est très bien détaillé par la COFAS. On vous a mis ici la présentation des risques sectoriels par la COFAS, et on va faire un zoom parce que c'est présenté par région. Vous voyez, pour l'Europe de l'Ouest, le risque des différents secteurs, et vous voyez que plus c'est foncé, plus c'est risqué. Et donc, vous voyez, l'habillement, c'est la petite dame qui danse, eh bien, c'est considéré comme très risqué par la COFAS. Pourquoi ? Parce que si vous achetez du SMCP ou du H&M ou du Zara, eh bien, il y a des magasins, et s'il y a des magasins, eh ben, en période de confinement, ça ferme. C'est pour ça que c'est très risqué. Mais si vous prenez l'avion, si vous prenez la voiture, le transport, c'est encore des secteurs à risque élevé. Donc voilà, il y a des risques comme ça qui existent ou qui peuvent surgir
ou qui peuvent se réduire. Vous voyez, là, il y a une flèche sur le transport, ça veut dire qu'il se réduit en Europe de l'Ouest. Bon. Et puis, dernier risque spécifique, c'est le risque qui est propre à chaque action, c'est-à-dire à chaque société. C'est-à-dire qu'une société peut toujours faire faillite. On vous a mis ici le nombre de faillites aux États-Unis de 2007 à 2021. Vous voyez qu'on avait fortement monté à la suite de la crise de 2008. On a beaucoup rebaissé, on était resté à un niveau assez bas. Et là, forcément, avec les crises sanitaires, on remonte. Et donc, ce risque peut surgir, d'autant qu'on vous a mis ici l'endettement des entreprises américaines, entreprises non financières, donc hors banque et compagnie d'assurance. Et vous voyez que, d'une part, il est au plus haut depuis 1980, donc sur les 40 dernières années, et qu'en plus, il vient de faire une flambée à la hausse avec la crise sanitaire. Donc, ça veut dire que les entreprises américaines sont chargées en dette. Et ça veut dire que leur ligne de flottaison est plus basse et que s'il y a un peu de vague sur le plan macroéconomique, eh ben, il y a certaines sociétés qui peuvent couler. Hein. Donc le risque spécifique sur chaque société, il est peut-être plus important aujourd'hui qu'hier et il peut se révéler sur des très belles sociétés. Celles auxquelles on ne les attend pas. Et on vous a mis ici le graphique de Orpea, c'est le scandale des derniers jours. Voilà, Orpea, il y a eu un scandale parce qu'il y a eu une problématique sanitaire, le soin des personnes âgées. Eh bien, dans l'étude e-book, si vous l'avez lu, si vous êtes abonné, on l'avait signalé dans la vision e-book, c'était un risque potentiel, mais bon, on ne pensait pas qu'il se produirait. Voilà, il s'est produit. Faut toujours penser qu'il y a des risques comme ça qu'on dit potentiels et un jour ils peuvent se produire. Comme on vous dit, la Chine c'est un marché important pour LVMH. Bon, c'est un risque potentiel, un jour il peut se produire. Alors vous voyez, à ce moment-là, l'action dévisse. Alors là, bon, pour Orpea, c'est un risque un peu structurel, parce que c'est vraiment toute l'activité qui est impactée. Donc l'action valait 120 il n'y a pas si longtemps, elle vaut 40 euros. Vous voyez, c'est vraiment une très 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 forte baisse. Et si on prend en termes de droite de régression, vous voyez, on est en dessous de 3 écarts types. Alors, quand on est en dessous de 3 écarts types, on peut se dire que c'est un choc structurel tellement fort que peut-être même la droite de régression pourrait être remise en cause, ce qui sera probablement le cas, parce qu'il va bien falloir que la nouvelle direction remette les pendules à l'heure. On n'est pas tout à fait sûr que les allégations des journalistes soient exactes, mais même si elles ne l'étaient pas, il va falloir tout de même qu'ils investissent pour redresser l'image de marque dans la qualité des soins, et donc forcément leurs marges seront plus basses, et donc forcément la droite de régression sera moins pentue, et donc peut-être que demain on ne sera pas à moins 4 écarts types quasiment où on est aujourd'hui, mais peut-être à moins 2. Voilà. Donc il faut toujours penser à ça. Et on peut se dire également, dans le risque spécifique, que bon, il y a des risques structurels, comme celui qu'il y a eu pour Orpea, sur une très belle valeur, mais il y a aussi le risque conjoncturel. Alors là, évidemment, ça impacte plus les sociétés cycliques, mais prenez une société comme Casino, qui a pourtant un très beau positionnement. Bon, c'est vrai que Casino a un bilan lourd, mais il y a un positionnement tout de même de rêve, parce que ils sont avec Cdiscount dans le e-commerce, ils sont avec Monoprix dans les magasins de proximité, et ils sont avec Naturalia, numéro 2 en France, des magasins de distribution alimentaire bio. C'est-à-dire ils sont dans les 3 segments qui progressent le plus, dans la distribution alimentaire et dans la distribution générale avec Cdiscount. Donc malgré ça, vous voyez, l'action valait 29 euros il y a un peu plus d'un an. On vaut 20 euros, donc on a tout de même sérieusement dévissé. Et il y a encore quelques semaines, on valait 24 euros. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans les dernières semaines de l'année 2021, la consommation alimentaire a été moins forte que attendu et que donc les résultats seront moins bons. Et donc voilà, on a perdu 20%. C'est un risque spécifique à la distribution alimentaire et en particulier à Casino. Donc voilà, c'est ce genre de risque qui peut surgir. Alors évidemment, le risque spécifique, c'est aussi des opportunités spécifiques. Prenez Total, on vous a mis le graphique de Total pour terminer sur une happy end. Eh bien, vous voyez, Total, il y a quelques semaines, ça valait 30 euros. Aujourd'hui, ça vaut 50 euros. C'est un énorme décalage, hein, parce que tout de même, Total, c'est une des premières capitalisations européennes, une des premières sociétés énergétiques au monde. Une très 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 grosse société, donc extrêmement sûre, extrêmement bien gérée, de passer de 30 à 50, ce qui est considérable. Et vous voyez, c'est bien un mouvement spécifique, puisqu'on vous a mis ici en bleu le graphique de Total, en rouge le CAC 40. Et vous voyez que c'est vraiment Total qui est parti à la hausse, alors que le CAC ne faisait rien sur cette période. Donc voilà, alors on a fait une vidéo sur Total où on avait dit que Total était sous-évalué, que ça devait monter. On savait évidemment pas que ça monterait là. Mais vous voyez, c'est comme quand on signale un risque, là on avait signalé un potentiel. Voilà, c'est tout l'intérêt de l'analyse spécifique au cas par cas, et ça c'est hibou. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Peut-être que le macro va moins compter dans les temps qui viennent, alors qu'il est très attendu, et peut-être que le micro n'a jamais été aussi important, et alors là, Ibu est vraiment un outil merveilleux si vous voulez investir en bourse, et nous vous attendons en tant qu'abonnés pour vous retrouver le plus souvent possible. Voilà, à très bientôt avec l'équipe Ibu.